bonjour à tous et bienvenue au 4D World Tour Live 2021. Donc, tout d'abord, j'espère que vous et vos proches êtes en bonne santé et que vous avez passé de bonnes vacances, même si maintenant, ça commence à dater un petit peu. Donc, c'est un plaisir pour moi et pour les équipes de 4D de vous rencontrer aujourd'hui pour ce World Tour 2021 qu'on a créé online. Donc, bien entendu, on aurait préféré vous voir tous en personne, comme nous avions l'habitude de le faire lors des précédents 4D World Tour, quand nous allions à Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Bordeaux, Metz, Nancy, mais aussi à Bruxelles, à Genève, à Casablanca, Montréal ou Québec, puisque pour ce World Tour Live 2021, donc en date du 25 septembre, on a des gens d'un petit peu tous les pays francophones qui nous rejoignent pour cette session. Voilà, malheureusement, la pandémie reste une préoccupation majeure et nous avons décidé il y a quelques mois d'éviter des risques inutiles et de faire en sorte que cet événement soit numérique. Donc, pendant ces 2 heures de présentation, nos équipes techniques vont vous présenter de nombreux exemples pratiques permettant d'exploiter au mieux, en fait, dans vos applications, les nouvelles fonctionnalités de notre dernière version, donc la V19. Donc, pour rappel, si vous avez participé au précédent World Tour, vous savez que le premier jour se compose toujours d'une présentation commerciale suivie de sessions techniques qui présentent les nouvelles fonctionnalités et les évolutions que nous apportons régulièrement donc, au langage de programmation 4D. Et puis le deuxième jour est une formation avancée et très pratique, détaillant les exemples présentés le premier jour. Donc, la première journée, c'est une journée gratuite et la deuxième journée est une formation payante. Donc, pour cet événement World Tour Live, en fait, on a conservé un format qui est très, très proche, puisque nous avons réduit la première journée à 2 heures au total, en conservant une présentation commerciale qui est très courte, de quelques minutes, et une présentation technique. Pour la formation donc avancée du second jour, en fait, on a par contre là changé un petit peu et on a créé 9 heures de formation qui détaillent en fait les différents sujets importants qui vont être présentés aujourd'hui lors des présentations techniques. Et on va y revenir un petit peu plus en détail dans la présentation. OK, donc, comme vous le savez tous, le Covid a eu un premier impact très fort dès mars 2020, en fait, nous obligeant à annuler notre événement Summit 2020, qui était programmé donc à Paris le 20 mars, ainsi qu'à Chicago le 2 avril. Mais ayant travaillé pendant plusieurs mois pour préparer ces événements, nous avons, grâce au travail de la communauté 4D, de nos sponsors et de nos équipes, transformé cet événement présentiel en fait, en vrai succès en ligne, avec des milliers de visionnages en fait, sur YouTube, de toutes les sessions techniques que nous avions préparées à ce moment-là. D'ailleurs, vous pouvez toujours accéder à toutes ces sessions, donc gratuitement sur YouTube, et vous verrez qu'elles sont toujours aussi pertinentes pour faire évoluer et moderniser vos applications 4D. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inspirer en fait, de toutes ces présentations. Bien, donc avant de commencer la partie technique, on va donc vous donner quelques informations commerciales sur l'année 2020, ainsi que sur l'activité produit donc, autour de la plateforme 4D. Voilà, donc depuis que la pandémie a commencé il y a 18 mois, donc on sait que de nombreux secteurs de l'économie ont souffert, le tourisme, les petits commerces en général, les restaurants, l'hôtellerie, toutes les activités d'événementiel, ainsi que certaines industries, comme l'aéronautique ou la presse, par exemple. Cependant, en fait, au final, l'industrie du logiciel a été plutôt épargnée et certains se sont même fortement développés pendant cette crise, comme le secteur de la santé en général. Côté 4D, nous avons plutôt très bien résisté malgré l'annulation des 2 summits, bien sûr, et le remboursement d'environ 400 000 € en fait, à tous les clients qui avaient acheté des billets en fait, pour participer à cet événement. On a réalisé un chiffre d'affaires équivalent à 2019, qui était déjà pour nous en fait, une très bonne année. Et pendant cette période, en fait, on a continué d'investir plus de 30% de nos revenus en recherche et développement. Puis, en fait, Yolène vous expliquera un petit peu ce qu'on a fait au niveau des produits, mais on a effectivement beaucoup travaillé sur cette partie-là sur l'année 2020. Donc, la part de revenus récurrents représente en 2020 près de 78% de notre revenu, ce qui nous permet en fait de continuer de planifier nos investissements sur cette plateforme de développement. La diversification des revenus, donc tant d'un point de vue géographique que sectoriel, qui est vraiment historique chez 4D, nous a aussi mis à l'abri d'une baisse potentielle de chiffre d'affaires liée à une zone particulière ou à un secteur d'activité qui aurait été extrêmement fragilisé. Donc, ça veut dire que 2020 a une fois de plus montré que 4D a construit vraiment un business model qui est solide, même dans les moments difficiles.
forcément, qui garantit votre investissement financier, mais également votre investissement en temps passé pour créer, maintenir et faire évoluer vos applications. Et on sait que vous y passez beaucoup de temps et d'énergie. Donc, pour votre information, cette année 2020 est la 25e année consécutive de profitabilité pour 4D. Donc, et notre département service représente désormais un peu plus de 10% de notre revenu annuel. Et ce chiffre était de 7,4% en 2019 et devrait être supérieur à 13% en 2021. Donc, merci à vous d'utiliser chaque jour notre plateforme 4D pour développer ces applications puissantes et durables, en fait, qui résistent à l'épreuve du temps, grâce aux évolutions que vous apportez régulièrement en utilisant les dernières versions de 4D, bien entendu. C'est clairement, pour les équipes, une vraie source de motivation qui nous pousse aussi à investir chaque année massivement dans les produits et dans les services. Donc voilà, c'était assez rapide, mais c'était important que vous connaissiez un petit peu ces chiffres et le fait qu'on soit en bonne santé par rapport au temps que vous passez sur nos plateformes de développement. Et je vais maintenant laisser la parole à Yolène Rodriguez, en fait, qui va vous parler de notre activité produit, des formations et des services sur l'année 2020. Voilà, donc Yolène, c'est à toi. Merci Eric. Donc, je suis Yolène Rodriguez, responsable du département export chez 4D. Je vous parle du siège social dans le sud de Paris. Si vous me le permettez, je vais vous donner une idée du travail accompli par 4D en 2020. Les équipes produits et ingénierie ont réalisé 8 versions majeures de 4D, 4 versions dites Long Term and Support, les versions LTS, et 4 versions que nous appellerons Feature Release. Les Feature Release, comme vous le savez, sortent tous les trimestres pour vous permettre de tester les nouvelles fonctionnalités que nous implémentons tout au long de l'année. En un an, ce sont, entre la sortie de la V18R2 et la V18R5, 80 nouvelles fonctionnalités spécifiées, développées, testées et livrées. Ce sont aussi plus de 95 articles de blog qui ont été publiés pour décrire l'utilisation des nouvelles fonctionnalités. Des tutoriels, des composants, des applications complètes ont été ajoutés sur Git. En outre, ce sont aussi des vidéos, des tweets, des courriels créés et envoyés chaque semaine pour vous tenir tous informés de l'actualité de votre plateforme 4D. En 2021, nous avons continué à la même cadence avec la sortie de la V18R6 en avril et celle de la V19 LTS en juillet. D'ailleurs, de nombreux clients ont déjà mis à niveau leurs applications actuelles vers la V19 et je suis sûre qu'après cette présentation, c'est vous qui serez les prochains. Conformément à ce que nous avions annoncé lors du Summit Online 2020, nous proposons maintenant de nombreuses formations en ligne, compte tenu de tous les bénéfices qu'elles apportent. Elles ont été bien utiles à tous les clients qui les ont suivis dans leur migration vers la dernière version de 4D. Et depuis le lancement en septembre 2020, nous avons créé 10 thèmes de formation majeure et nous avons enregistré plus de 800 inscrits à ces sessions de formation. Parmi ces 800 inscrits, 120 ont participé à la formation pour les débutants. D'ailleurs, si vous-même, vous cherchez à embaucher un nouveau développeur qui ne connaît absolument pas 4D, soyez assurés qu'il pourra être formé rapidement et facilement grâce à la fois à la combinaison de votre expertise 4D et des programmes de formation en ligne que nous proposons. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour accéder à ces formations dans la fenêtre en bas de votre écran, dans la fenêtre de discussion. Voici justement votre prochaine opportunité de formation. Comme pour les World Tours précédents, nous vous encourageons à souscrire à la formation que nous avons créée pour l'occasion. Comme Eric le disait tout à l'heure, elle correspond à 9 heures de formation sur tous les sujets que nous allons aborder durant la session technique qui suit. Vous pourrez donc organiser votre temps de formation comme vous le souhaitez, en choisissant les dates qui vous conviennent. Ces séances seront interactives avec des sessions de questions-réponses, bien entendu, avec un formateur qui vous répondra en direct. Ces 9 heures de formation, comme vous pouvez le voir, sont proposées à 299 € pour les partenaires 4D. Vous trouverez le lien qui vous dirigera vers la page d'inscription juste dans la fenêtre de discussion, juste en bas de votre écran.
Mais avant d'aborder la partie technique de la présentation d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre activité service que nous avons lancée en 2016. Cette activité connaît une croissance significative chaque année, avec une augmentation de 35% en 2020 par rapport à 2019 et une augmentation au moins aussi importante en 2021. Depuis la création de cette activité, nous avons livré 310 projets à des clients du monde entier, en les aidant à maintenir ou à faire évoluer leur application. Rien qu'en 2020, nous avons livré 74 projets au total. Aujourd'hui, l'équipe de service se compose de plus de 50 professionnels aux compétences très variées. Ce sont des développeurs back-end et front-end experts en 4D, bien entendu, mais ce sera aussi des experts en JavaScript, Angular, GraphQL, React.js, Node.js et pour le mobile Swift côté Apple, ainsi que Kotlin pour Android. Parmi les services que nous proposons, des outils de code, des migrations, mais aussi des ressources de développement pour accompagner ponctuellement vos équipes et de la conception d'interfaces utilisateurs avec nos équipes de designers ainsi que de la gestion de projets. Ces services sont proposés soit dans les locaux de nos clients, soit à distance. Pour mémoire, en 2020, du fait du contexte sanitaire que vous connaissez bien évidemment, 100% des projets que nous avons livrés ont été réalisés à distance et avec succès. Pour faire bref, vous avez un ou des projets sur les applications existantes ou à venir et vous avez besoin d'aide, nos équipes 4D, celles de nos distributeurs, sont là pour vous aider à vous apporter des solutions. Donc, contactez votre commercial habituel, il ou elle vous donnera les informations nécessaires. Tout ce qui est la présentation commerciale d'aujourd'hui. Ok, merci Yolène. Oui. Pour ces informations. Ça conclut en fait la présentation commerciale d'aujourd'hui. Donc, merci à tous de votre attention. Vous allez maintenant pouvoir suivre la partie technique. Bon, vous attendez tous, j'en suis certain, mais il nous semblait important que vous sachiez que 4D, qui est votre partenaire technologique, en fait, se porte bien et continue d'innover et d'adapter sa plateforme pour pérenniser l'ensemble de vos applications métiers. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Omar Debag, notre expert 4D, qui va démarrer la session technique. Donc, bonne session à tous. Merci Eric, bonjour à tous. Alors, lors de cette présentation technique du World Tour 2021, nous allons commencer par une application en mode binaire en V18. Nous allons ensuite la convertir en mode projet et finalement la convertir en V19. Au cours des présentations, nous nous concentrerons principalement sur 5 thèmes majeurs. Nous discuterons de chacun d'eux en détail à travers un ensemble de fonctionnalités. Commençons la présentation en donnant un aperçu général de l'application que nous allons utiliser tout au long de ce World Tour. Voici la vidéo de démonstration avec Olivier. Nous allons vous présenter la base qui va nous servir de fil rouge tout au long de ce World Tour. Lançons-la immédiatement avec la version V18 R6 et nous obtenons une base dont le but est de gérer la prise de rendez-vous pour une maison de santé et de bien-être. Dans cette maison, les clients vont pouvoir donc prendre rendez-vous soit pour se faire soigner, soit participer à des activités. Cette base est organisée autour de différentes barres d'outils, comme nous pouvons les voir ici, avec une barre pour gérer l'aspect santé, une barre pour gérer l'aspect bien-être, une barre pour l'administration, mais revenons tout de suite à la barre clientèle. Cette barre propose 2 icônes, une pour les clients et une pour les maisons médicales. Ouvrons tout de suite la barre des clients et nous voyons l'écran principal de la base, constitué sur sa partie gauche d'une liste et sur sa partie droite d'une zone où s'afficheront par la suite des panneaux. Nous avons une liste que l'on peut trier comme on peut trier dans toutes les listbox classiques et dans lequel on peut faire des recherches pour obtenir une sélection de clients. Nous pouvons ensuite voir le bouton lecture. Ce bouton lecture
correspond à un des 4 modes du fameux acronyme qu'on utilise tous dans les bases de données, l'acronyme CRUD. CRUD pour Create, Read, Update, Delete. On voit ces 4 états avec la lecture, la modification, la création et la suppression qui sont disponibles ou certains sont inactivés tout simplement parce que je n'ai pas encore choisi d'élément. Donc je choisis un premier élément dans la base et je vais voir tout de suite la fiche. Je vais pouvoir basculer dans le mode édition et les champs vont devenir saisissables. On voit qu'on a les champs adresses et on gère bien entendu les différents pays et les différentes adresses à travers le monde. Par exemple aux États-Unis, il faudrait rajouter l'État. Revenons en France et passons sur l'autre partie. Ici, la toolbar verticale qui propose dans ce cas 2 icônes et qui permet de basculer au rendez-vous pris par cette personne. Cette personne, on a un historique depuis 2018 et on voit tous les rendez-vous médicaux qu'il a pris en bleu, mais également en vert, on voit les rendez-vous de bien-être, que ce soit des cours collectifs ou des cours privés. Mais pour pouvoir prendre ces rendez-vous, il faut passer à la partie santé et nous allons ouvrir la liste des docteurs. Au passage, on peut ouvrir également la liste des types de consultations, on voit les différents types de consultations ou les différentes maisons médicales. On voit qu'on a plusieurs fenêtres qui sont possibles en même temps, c'est du grand classique. Si je choisis un médecin, je vais prendre ce médecin par exemple et on voit que ce médecin a 2 spécialités, la diététique et la vaccination. La diététique l'occupe le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi pendant 7 heures et en plus, pour donner un coup de main à ses collègues, elle fait 2h30 de vaccination le lundi. Elle fait de la vaccination et de la diététique le lundi, mais quand? On sait que c'est une durée de 7 heures. En cliquant sur la première ligne, nous voyons que dans la maison médicale du Val-de-Charente, elle va travailler entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures pour une durée donc de 7 heures et ça tous les lundis. Bien entendu, ici on n'a que la période par défaut. On verra par la suite qu'on peut afficher autant de périodes que nécessaire. Maintenant qu'on a vu les différentes capacités médicales d'une personne, on peut voir ses rendez-vous. Cette personne, dont je vous rappelle qui travaille tous les jours de la semaine sauf le mardi, on le remarque tout de suite sur le calendrier. On voit que le mardi, elle n'a pas de rendez-vous. Par contre, tous les autres jours de la semaine, elle est relativement occupée. Entre le jaune et le noir, en fait, le niveau de charge va du bleu, c'est moins de 10% jusqu'au noir où c'est à 100%. Et si on prend une journée comme par exemple le 5 août, on peut voir l'intégralité des rendez-vous. Donc on voit que c'est jaune parce qu'elle avait de la place l'après-midi. Et si on clique sur un rendez-vous, ce rendez-vous étant échu, il s'est passé une chose. La prise de rendez-vous a été faite le 28 juillet. Le rendez-vous a commencé le 5 août. Elle est arrivée à 9h06 en salle d'attente. À 9h33, elle est rentrée en consultation, donc avec 3 minutes de retard. Elle a fini la consultation à 10h05 et elle a quitté la maison médicale après avoir salué la secrétaire à 10h07. Voilà, donc on a toute la vie du rendez-vous. On a tous les rendez-vous de ce médecin et on va pouvoir maintenant être dans la situation d'une personne qui vient prendre un rendez-vous et donc qui se trouve face à la secrétaire ou la secrétaire reçoit un coup de fil et donc doit répondre au téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc bonjour monsieur, vous voulez prendre un rendez-vous pour de la kiné, où ça? Dans quelle maison médicale? Par exemple à La Valade. Et je peux vous proposer Monique Aurière. Vous êtes Olivier et donc Crofoot, ok. Et je peux vous proposer le premier rendez-vous, ça sera le 16 août. Parfait. Et je vais vous proposer un rendez-vous de 45 minutes. Si la personne valide le choix, on clique sur 10h45 et le rendez-vous, il ne reste plus qu'à le sauvegarder. Voilà, donc c'est un aperçu très rapide de cette base. Bien entendu, il y a le volet bien-être dont je vais vous épargner la présentation tout de suite car nous aurons l'occasion d'y revenir par la suite. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques points essentiels de la base de données que nous utilisons tout au long du World Tour.
Qui dit base de données dit structure, et cette structure est centrée autour de la table des maisons médicales, avec au-dessus, nous avons tout ce qui est lié à la santé, en dessous, tout ce qui est lié aux activités de bien-être. À droite, nous avons la table des personnes, c'est-à-dire les clients, et les clients peuvent s'inscrire à des groupes pour pouvoir participer à des leçons collectives. Bien entendu, tous les liens sont tracés entre toutes les tables et chaque lien est nommé. Nous utilisons ici un lien à l'aller entre appointment et medical house, ça prend le nom de medical house, attention, on n'utilise pas la majuscule ici pour pouvoir les différencier. Et au retour, c'est appointments, tout au minuscule et avec un S, parce qu'en fait, pour une maison médicale, on a plusieurs appointments, donc c'est une entité sélection. Voilà, donc on a une structure qui est définie avec, on voit quelques champs, quelques objets, et surtout des clés primaires sont des UUID parce qu'on est en 2021 et qu'on a créé une base de 0 et donc il n'y a pas de raison d'utiliser autre chose que des UUID. Maintenant, il y a un autre point essentiel dans la base, c'est que tout est développé en Orda et uniquement en Orda. On peut le voir par exemple si on prend dans les méthodes une méthode assez représentative qui est la méthode qui permet de faire les recherches. On voit ici que tout est écrit en Orda et on a l'utilisation de la notation objet qui est utilisée complètement avec à la fois la notation à points et la notation entre crochets. Nous avons donc utilisé toutes les entités sélection, les entités, etc. et tout ce qui est Orda, mais bien entendu, nous utilisons également à fond tout ce qui est objet. Ça commence à l'extérieur de 4D dans un fichier JSON qui est disponible au sein des ressources, en fait dans une série de fichiers JSON, et nous avons ici ouvert par exemple le fichier JSON qui correspond à l'entrée des docteurs. Donc le petit bouton docteur, on voit l'icône qui est associée ici, on voit les champs sur lesquels on peut rechercher, on voit le panneau qu'on va afficher, les validation rules, et on voit par exemple la définition de la listbox avec ici les différents attributs. Donc on voit qu'on a first name, last name et city qui correspondent bien aux différents champs qu'on a affichés dans la listbox. Ceci étant, on a tout ça dans des fichiers JSON, donc il faut qu'on puisse les charger à un moment donné et on a une méthode qui est là pour ça et qui est chargée au démarrage et on voit qu'on va récupérer avec les nouvelles notations folder, file, etc. toutes les nouvelles commandes avec le JSON parse et le JSON resolve pointer. Ça, tous ces détails-là, nous allons les détailler en formation par la suite et on va stocker toutes ces informations dans le storage. On utilise les objets à fond, on utilise Orda à fond, on utilise le storage, mais bien entendu nous avons une base de données qui est également compilable. Cette base de données, donc on va pouvoir la compiler, elle donne 0 erreur, 0 warning et si nous regardons les préférences, on voit qu'on a généré le fichier de symboles, ce qui nous permet de revenir à côté de la structure et de voir ce fichier de symboles ici. Et ce fichier de symboles, si on regarde bien, à l'intérieur, on voit qu'il n'y a aucune variable process et aucune variable interprocess. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que les variables interprocess, on sait que c'est un frein à l'utilisation des process préemptifs et donc de pouvoir utiliser tous les cœurs de la machine 4D. Donc nous avons fait en sorte d'en utiliser aucune. Et les variables process, eh ben, c'est un frein également à la multiplication des clients. On sait que si on a 10 clients, la table des variables process, c'est pas très gênant. Mais maintenant, on a très régulièrement des bases avec 500, 600, même 1000, voire 1500 clients. Et là, on a un véritable frein. Donc, on vous a fait une base ici. On n'utilise aucune variable process et interprocess. Aucune, c'est pas tout à fait vrai. On verra qu'on peut utiliser quand même certaines variables process, mais on essaye d'en limiter l'usage. De la même manière, on va ouvrir l'explorateur d'exécution pour voir les différents process de la base. On voit qu'on en a qui affiche la barre d'outils
Et on voit également Appointment Cleaner, qui est en fait une procédure stockée qui va tourner soit sur le serveur, soit sur le monoposte quand on est en monoposte, et qui va avoir pour rôle de nettoyer un peu les appointments de ceux qui ne sont pas honorés par les clients. Maintenant, si je lance d'autres fenêtres ici, voilà, par exemple, là j'ai lancé 3 autres fenêtres, on voit pas de nouveaux process se créer. Pourquoi? Parce que toutes ces fenêtres en fait sont exécutées dans le même process. Et ça, c'est une caractéristique de la base. On ne va pas multiplier les process pour rien, parce que pareil, les process, quand on est en mode client-serveur, il faut en limiter le nombre pour éviter de multiplier la mémoire sur le serveur et toujours dans l'objectif d'avoir une base dont on va pouvoir démultiplier les capacités. C'est également très important quand on est dans un mode one. On a donc un minimum de process et on a aussi une interface qui est assez simplifiée. Regardons ici le formulaire principal. Ce formulaire, il ne contient qu'une page et on voit qu'il y a formulaire non trouvé ici. En fait, cet objet-là est un sous-formulaire dans lequel on va insérer dynamiquement les différents panneaux qui nous intéressent. C'est des choses que nous avons déjà vues dans d'autres formations ou d'autres World Tours et on voit qu'ici nous utilisons à fond cette façon de programmer. Donc l'interface par panel est vraiment très important et on voit par exemple sur le panel des personnes qu'on a quelques labels et ces labels là, si on clique dessus, donc c'est en page 0, si on clique dessus, on voit que c'est des hitsleaf. Pourquoi? Parce que tous les textes sont traduits. D'ailleurs, si je prends ici, je vois que je suis en français. Si je bascule en anglais grâce au petit pop-up menu et que je reviens sur mon panneau, je vois que tout est passé en anglais. Ça, c'est l'utilisation des hitsleaf. On l'a généralisé dans la base. Et bien entendu, pour pouvoir créer tout ça, on a développé pour vous quelque chose qui s'appelle SFW, qui veut dire Sample Framework. Donc c'est un cadre de travail dans lequel on va vous faciliter la vie. Et tout ça, c'est fait avec des objets qui sont tous préfixés par SFW ou des méthodes ici, etc. Et on a même une table. Donc nous voyons quelques points essentiels de la base. On voit qu'elle est résolument tournée sur une programmation moderne en V18, V19. Et nous allons pouvoir maintenant passer aux étapes ultérieures de nos démonstrations. De cette première démonstration, vous pouvez constater que l'application a été conçue pour refléter un scénario réel et pour traiter un jeu de données conséquent. À la fin de cette présentation, l'accès au code source de l'application sera mis à la disposition de tous les participants. Nous espérons qu'il sera une source d'inspiration pour vos futurs projets de développement. Il est temps de convertir l'application en mode projet. N'oubliez pas que le mode projet est le mode privilégié à partir de la V19. Avec le mode projet, votre application bénéficiera de nombreux avantages, tant au niveau des développements que des déploiements. Voici une nouvelle vidéo de démonstration avec Ahlam. Pour la conversion, je viens de dupliquer mon dossier. Bien sûr que je travaille sur une copie. C'est bien de garder une version clean de mon application. Donc, pour conversion en mode projet. OK, donc continuons avec la V18R6. Je lance ma base. OK, c'est bien ouvert. Et j'entame la conversion tout de suite en passant par fichier, exporter et structure vers projet. Donc, j'ouvre pas le projet tant que j'ai des erreurs qui sont arrivées pendant la conversion. Donc, je m'en servis de mon historique et j'ouvre mon log. J'ai 2 erreurs, d'abord au niveau du panel group et l'autre au niveau de la toolbar. Ils sont liés à Deal Objects and Background Offset. Donc, quelle est l'origine de ces problèmes? Revenons vers la structure et tout d'abord, commençons par le panel group.
Donc, comme vous voyez, il y a une jauge qui n'est plus supportée par 4D, c'est assez vieux, c'est pas grave, on peut tout simplement changer notre indicateur de progression vers un thermomètre pour l'instant. Ok, donc je vais bien positionner mon thermomètre et je cache les libellés. Donc, c'est bien fixé, je passe maintenant à la toolbar. Donc, comme vous voyez ici ce petit bouton, c'est un bouton 3D qui a le style décalage du fond. Donc, cela est considéré comme obsolète parce que le fait de faire semblant que le bouton est enfoncé n'est plus de raison d'être en 2021. Donc, je peux tout simplement changer vers un bevel ou aucun. Donc, au passage, je vais vous montrer le bouton invisible, mise en niveau de la recherche globale. Nous y reviendrons plus tard. Il ne reste que réexporter notre structure vers projet. Donc, je remplace l'ancien dossier, bien sûr, et vous voyez que la conversion est réussie. Donc, j'affiche une autre fois mon historique, et il y a un nouveau fichier log qui est généré. Donc là, il y a le success qui est true, mais auparavant, il était false. Donc, il me reste maintenant couvrir mon nouveau projet local. Et là, je le trouve au niveau de dossier projects avec l'extension 4D Projects. Je le lance. Normalement, il me demande le fichier de data. J'ai un fichier, mais il est mal placé. Ok, donc je vais le chercher et le voilà. Donc maintenant, on va s'assurer du bon fonctionnement. Une fois on clique sur le bouton, il me redirige vers la structure. Et passons vers le bien-être, vers les groupes. Donc, vous voyez, mon thermomètre est bien là et l'information est bien affichée. Mais si on est assez nostalgique à la jauge, tout simplement, on peut la créer en utilisant du SVG. Ok, donc maintenant, revenons vers la toolbar. Et vous voyez, pour les types de boutons, oui, pour les types de boutons, il n'y a pas de bouton invisible ou bouton 3D. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre bouton invisible? Donc, vous voyez qu'il a maintenant type bouton, et là le style classique, mais là, vous voyez pour l'affichage au niveau de la propriété non représentée, il est bien coché. Donc, vous voyez que durant la conversion, 4D a fait beaucoup d'efforts pour vous. Donc maintenant, revenons vers le premier history. Donc pour la propriété severity, normalement, il y a 3 catégories possibles. Il y a info, warning et error. Donc premièrement, il y a info qui décrit quelque chose qui ne veut plus marcher de la même manière. Et puis il y a le warning, c'est quelque chose qui doit être géré par vous-même. Et finalement, comme vous voyez ici, error, cela veut dire problème qui va être bloquant. Donc, après corriger les erreurs, vous contrôlez les warnings et puis prendre en considération les informations pour aller éventuellement corriger votre code. À partir de ce moment, on peut considérer que la conversion en mode projet est là. Ok, donc maintenant, il faut passer pour faire le ménage. Pour la structure du dossier principal, donc vous voyez qu'il y a le fichier .4db et son index. Donc, tant qu'ils ne seront plus utilisés, on va les supprimer. Et puis, il faut déplacer le fichier de données et tous les fichiers référentiels. Ok, donc après bien placer les choses correctement, nous pouvons regarder maintenant le dossier project et plus exactement le dossier source. Donc le dossier sources, c'est là où se trouvent tous les éléments essentiels de votre structure. Donc prenons par exemple le dossier forms, vous voyez déjà que tous les formulaires sont devenus des dossiers. Prenons le premier formulaire, vous voyez qu'il y a 2 fichiers, le premier avec le .4d form, normalement c'est la représentation JSON de votre formulaire, et puis sa méthode formulaire qui a même l'extension .4dm. Ok, il y a des dossiers où il y a les méthodes liées au formulaire. Ok, donc la même chose pour les méthodes, pour les tables formes, et pour les triggers, pour les méthodes de la base. Et il y a ici le catalogue. Donc le catalogue, c'est une représentation XML de toute votre structure. Nous venons de convertir la base du mode binaire au mode projet.
Et ce travail indispensable nous ouvre la porte pour accéder à la nouvelle génération de fonctionnalités de KT et nous allons découvrir cela très prochainement. Dans cette présentation, nous avons choisi de suivre le chemin de conversion suivant. Convertir une application en mode binaire vers le mode projet et en dernière étape, l'application est convertie de la V18 à la V19. Cependant, vous pouvez choisir un chemin de conversion différent. Vous pouvez commencer par convertir en V19 et puis ensuite passer en mode projet. Le choix vous appartient. L'un des principaux avantages du mode projet est la possibilité d'utiliser le contrôle de code source pour votre application. Notre prochaine vidéo de démonstration vous montrera comment il est facile d'intégrer un système de contrôle de code source comme Git pour gérer un projet 4D. Regardons la démonstration. Comme vous avez pu le constater sur le segment précédent, le passage en mode projet permet de transformer votre fichier de structure en un ensemble de fichiers texte représentant chacun soit un élément d'interface, de code ou bien juste une autre partie de votre application. De ce fait, nous pourrons dorénavant assurer un meilleur suivi de notre base en utilisant un outil de versionning. Pour cette démo, nous avons choisi de travailler avec Git. Afin d'utiliser Git, rendez-vous sur le site officiel et téléchargez puis installez votre package. Nous utiliserons aussi SourceTree qui est une interface graphique qui vous permet de visualiser et de manipuler vos répertoires Git. Pour commencer le travail sur notre projet avec Git, nous allons tout d'abord créer ce qu'on appelle un dépôt local au niveau de la racine du dossier de notre projet. Ceci créera un nouveau dossier caché .git qui représente en fait votre dépôt local. Ce dossier contient tous les éléments qui permettront à Git de traquer votre projet, mais sachez qu'en aucun moment vous n'aurez besoin de rentrer sur ce dossier ou bien de manipuler ce qu'il y a dedans. Mais ce qui importe, c'est que ce dossier existe sur votre projet. Sur votre dépôt local, vous pouvez voir la liste de tous les fichiers qui constituent le dossier de votre base. Et à partir de là, nous pouvons demander à Git à commencer à traquer et suivre les modifications effectuées sur certains éléments. Dans notre cas, nous n'avons besoin de suivre que quelques dossiers spécifiques, par exemple le dossier de source de votre base de données, votre fichier KT Project, et aussi les ressources de votre base. Une fois que cela est fait, nous pouvons effectuer une première snapshot de notre base dans Git, ce qu'on appelle dans Git un commit. Donc nous allons ici effectuer un premier commit et pour le message, nous allons juste mettre premier commit. Et là, on commit ces modifications. Donc pour avoir ici l'historique, on a effectué un premier commit sur notre branche master de Git. Alors nous passons maintenant sur KD, commençons à travailler sur notre base, on a effectué quelques modifications sur quelques méthodes projet, notamment cette méthode projet. On revient maintenant sur SourceTree et on voit que Git traque les modifications qu'on a pu effectuer sur ces méthodes. Donc une fois qu'on a terminé ce travail, on peut enregistrer une deuxième snapshot de la base, un deuxième commit. On va juste appeler aussi deuxième commit. Donc là, on a bien notre deuxième commit qui s'est rajouté dans l'historique de notre projet. Cependant, on se rend compte ensuite que il fallait pas qu'on commente ce bout de code. Et il y a eu plusieurs modifications effectuées et ce bout de code a été commenté suite à ce deuxième commit aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner au niveau de Git et juste défaire ce deuxième commit qu'on vient de faire. Cela créera un troisième commit qui ne fait qu'annuler le deuxième commit qui a été effectué tout en gardant la trace des deux. Et si on retourne sur la méthode KT ici, on peut voir que notre code a été décommenté à nouveau. Bien sûr, Git offre aussi des méthodes plus avancées pour revenir en arrière. Jusqu'ici, nous n'avons travaillé qu'avec un dépôt local. Cependant, quand on travaille en équipe, nous avons besoin de partager nos sources avec les différents membres de l'équipe. Pour cela, nous utiliserons ce qu'on appelle un dépôt distant. Un dépôt distant est un dépôt Git qu'on peut mettre sur un volume partagé, disque réseau par exemple, ou bien hébergé sur une solution tierce et accessible en SSH ou HTTPS. Ce dépôt distant devient par convention le dépôt central pour tous les membres de l'équipe et leur permet de récupérer et pousser leurs sources dessus. Alors pour notre exemple, on utilise GitHub
De mon côté, j'ai déjà configuré un dépôt distant dessus et aussi configuré la connexion avec SourceTree. Donc, la prochaine étape pour moi sera de pousser mon dépôt local sur ce dépôt distant pour le rendre accessible pour tous les membres de l'équipe. Donc là-dessus, je vais faire pousser et sélectionner mon dépôt distant. On a besoin d'une authentification ici. Voilà. Donc, une fois l'authentification établie, je vais recharger ma page et vous pouvez voir ici que j'ai récupéré mon dépôt local sur mon dépôt distant ici avec toutes mes méthodes projet, les dernières modifications effectuées, la liste des commits aussi effectués, etc. Alors maintenant, je me suis mis sur une nouvelle session pour simuler le cas où un nouvel collaborateur vient travailler sur le projet et bien sûr aura besoin d'accéder au projet et aux sources du projet. Donc ce que j'ai fait dans cette nouvelle session, c'est que j'ai créé un nouveau dossier vide. Sur ce dossier, j'ai créé un dépôt local. Avec SourceTree aussi, j'ai configuré la connexion avec mon dépôt distant ici. Et là, on va récupérer le contenu de notre dépôt distant sur notre dépôt local. Voilà, comme ça. Et normalement, là, on a récupéré tout le dépôt distant, qui est notre dépôt central pour notre base pour le moment. Nous l'avons récupéré sur notre dépôt local. Donc, si on revient sur le dossier ici, on trouvera qu'on a récupéré tous les éléments qui ont été sur le dépôt distant. Donc à ce stade, on peut démarrer 4D sur cette machine et ouvrir notre base. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir qu'on peut accéder aux sources de notre base et qu'on peut commencer le travail. On peut commencer à modifier sur les méthodes, à faire tout le travail qu'on a à faire. Et ensuite, on peut faire le commit vers notre dépôt local et puis pousser ces modifications pour les mettre sur le dépôt central, sur le dépôt distant et de cette façon collaborer avec les autres membres de l'équipe. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les différentes modifications apportées. On peut voir qui a apporté ces modifications et quand. Typiquement, sur cette méthode, par exemple, on peut voir quelles modifications ont été effectuées ici, qui a fait la modification et quand. Sur ce segment, nous avons vu un exemple simple de l'utilisation de Git avec 4D. Je vous donne ensuite rendez-vous pour la session dédiée Git pour entrer plus en détail sur l'utilisation de Git avec 4D et aussi pour montrer un grand nombre de fonctionnalités proposées par Git et qui pourraient être très utiles pour vos futurs développements. L'utilisation du contrôle de code source favorise les développements collaboratifs. Il offre un moyen moderne et efficace de gérer votre projet de développement. Des fonctionnalités telles que la fusion, le retour en arrière et la résolution des conflits sont des avantages considérables qu'une application en mode binaire ne peut offrir. Tous ces gains sont le résultat de la conversion en mode projet. Il existe de nombreux autres avantages à développer en mode projet, notamment les classes. Mais il est temps de faire évoluer notre application vers la V19 et de profiter des avantages que le mode projet et la V19 ont à offrir. Rejoignons Olivier pour notre prochaine démonstration. Dans cette vidéo, nous continuons l'exploration de notre base de données de rendez-vous médicaux. Ici, nous avons la synthèse d'une année, l'année 2021, pour le nombre de rendez-vous jour par jour pour toutes les maisons médicales et tous les types de consultations. Voyons comment est constitué ce formulaire. Nous allons éditer le formulaire et nous voyons qu'il y a ici un pop-up menu. Ce pop-up menu est un tableau. Il n'y a pas de nom de variable car nous utilisons une variable dynamique. Nous allons changer d'ailleurs ceci et nous allons définir une expression pop-up here en tant qu'attribut de forme. Ici, ce n'est plus un tableau que nous allons utiliser, mais un objet. Maintenant, nous allons modifier le code. Nous voyons ici le code nécessaire pour générer dynamiquement le tableau. Nous allons mettre ce code en commentaire pour définir pop-up here en tant qu'attribut de forme et c'est un attribut de type objet. Ça va nous définir le pop-up menu. Maintenant, ce pop-up menu doit être constitué d'un certain nombre de valeurs. Nous avons donc besoin d'une collection. Cette collection, elle va être initialisée autour de l'année courante par une boucle
qui va aller de 3 ans en arrière jusqu'à 10 ans en avance. Et à chaque pas de la boucle, nous allons pousser dans la collection la valeur de l'année. Donc nous avons les valeurs du pop-up menu. Maintenant, il nous reste à définir l'index courant. L'index courant, c'est la 4e valeur. Donc nous pouvons définir l'index 3. Je vous rappelle que dans les collections, la numérotation commence à 0. Maintenant, on peut descendre un petit peu dans le code pour voir la méthode qui dessine toutes les valeurs. On voit tout en haut qu'il y a un pointeur créé à partir de l'objet, c'est la fameuse variable dynamique qu'on va mettre en commentaire, ainsi que le code récupérant l'année courante. On peut utiliser directement la collection et l'index pour en tirer la valeur de l'année. Rien de plus est nécessaire si ce n'est fermer ce formulaire pour le rouvrir de suite afin de réinitialiser le code et nous voyons le résultat. Le résultat est totalement identique pour l'utilisateur. Par contre, pour le développeur, la façon d'accéder à l'information est totalement différente. On passe de tableau à un objet. Effectivement, en V19, on peut avoir des informations dans des collections pour alimenter différents objets graphiques. Passons à présent à un deuxième aspect dans la base. Nous choisissons donc la liste des clients et nous sélectionnons une personne en particulier pour voir la liste de tous ses rendez-vous médicaux. Les deux colonnes heure et durée sont des heures, mais en fait ce sont des colonnes de type texte. Nous allons voir qu'à présent, nous allons pouvoir définir dans une listbox de type collection, ici qui se trouve en page 2, pour la colonne heure, on va pouvoir mettre un type heure. Idem pour la colonne des durées. Bien entendu, il va falloir adapter le code. Nous voyons donc dans le code sélectionné la conversion du timestamp en heure et l'heure en chaîne. On va simplifier ce code pour le remplacer ici par la conversion du timestamp direct. Et bien entendu, il faut penser à supprimer la partie du paramètre de string. Maintenant, si on regarde le résultat pour toujours la même personne, on voit ici qu'on a bien des heures. On va modifier le formulaire pour faire disparaître le formatage des secondes. Voilà. Et on va profiter du passage dans ce formulaire pour afficher les pieds. Et pour afficher le pied, on va ici rajouter le calcul de la somme. Et ce calcul de la somme, on va dire que c'est des heures ici et on va l'afficher au format heure. Et donc, on a maintenant la possibilité de voir pour cette personne qu'elle a passé 14h15 en consultation médicale depuis 2018. Dernier aspect intéressant que nous pouvons avoir avec la V19, c'est de passer l'explorateur de données. Cet explorateur de données, il nous demande de démarrer le WebAdmin et on va répondre oui. Voici donc l'explorateur des données. Ici, la table qui est sélectionnée est la table des pays. On peut rajouter par exemple le drapeau ou le code ISO et on voit qu'on va pouvoir sélectionner les champs qu'on cherche à afficher. Si on passe sur la liste des coachs, on a par exemple les différentes photos. Si on cherche une personne particulière, on va pouvoir faire une recherche. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous montrer très rapidement pour conclure cette vidéo qui montre les bénéfices immédiats qu'on a lors du passage en V19. La transition vers la V19 est presque transparente pour les applications qui étaient déjà en V18. Dans la démonstration précédente, nous avons mis en évidence de nouvelles façons de remplacer l'utilisation des tableaux par des objets et des collections dans des widgets de formulaire tels qu'une pop-up menu et une listbox. Mais il y a un point essentiel que nous voulons mentionner.
4TV19 permet la compilation native sur la nouvelle architecture du processeur M1 d'Apple. Il s'agit d'un accomplissement de notre équipe d'ingénieurs. Plusieurs développeurs nous ont déjà fait part de réactions positives, notamment d'énormes gains de performance. Voici un billet de blog de l'un de nos principaux clients, un adopteur précoce qui a découvert des résultats impressionnants lors de ce benchmark V19 sur le processeur Apple M1. La version 19 de 4D a également apporté plusieurs améliorations au serveur web. Notre prochaine démonstration montrera comment nous pouvons utiliser les fonctions web pour étendre notre application à un public plus large en utilisant les fonctions web modernes de la V19. Voyons cela avec Abdelhafid. Dans cette démo, nous allons nous intéresser à la partie web de notre application qui permet la gestion des maisons médicales et de bien-être. Nous allons voir ensemble le processus de prise de rendez-vous qu'un utilisateur pourra suivre pour réserver un rendez-vous avec un médecin, un coach ou un praticien. Sans perdre trop de temps, nous allons nous connecter à l'application web en saisissant l'adresse dans la barre de recherche du navigateur. Le serveur web de 4D nous redirige vers la page d'accueil qui contient un certain nombre d'informations, comme les services disponibles dans les maisons médicales gérées par notre application, ainsi que 2 zones de recherche pour permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches par docteur, par spécialité ou par adresse. Si par exemple je veux prendre un rendez-vous avec un kiné, il suffit de taper kiné dans la zone de recherche. L'application me propose les kinés disponibles. Ce drop-down me suggère de choisir le motif de la consultation. Je choisis kiné. Puis un deuxième drop-down s'affiche pour choisir la maison médicale. Je sélectionne la maison médicale de la Bohème. Puis je prends le rendez-vous avec ce praticien. Après avoir choisi le praticien, le motif de la consultation et la maison médicale, il me reste maintenant à choisir l'heure du rendez-vous parmi les créneaux disponibles du praticien via le calendrier suivant. Remarquez ici que nous avons des points sur certains jours du mois. Cela signifie que ces jours contiennent des disponibilités pour ce praticien. En choisissant par exemple le 25 août, nous avons ici la liste des créneaux. Si je suis par exemple disponible à 14 h, il ne me reste qu'à confirmer le rendez-vous avec ce praticien. Nous avons ici le résumé des étapes que j'ai suivies. Il ne me reste qu'une vérification par mail à faire pour terminer toutes les étapes. Mais avant cela, notez ici le menu « Se connecter ». Cela veut dire que je ne suis pas encore authentifié à l'application. Donc après confirmation des étapes suivies jusqu'à présent, le serveur 4D me redirige vers la page de login pour me connecter. Je saisis un compte, par exemple alice.abadi@gmail.com, puis je saisis le mot de passe, qui n'est pas un de 3. Nous recevons un code de vérification par mail que je dois saisir. Donc c'est 57390, puis je valide. Le rendez-vous a été bien créé pour le compte Alice Abadi avec le praticien David Claire à 14 h. L'application contient d'autres fonctionnalités que nous allons voir tout au long de cette présentation ainsi que dans la session de formation. Nous allons à présent voir quelques aspects techniques de la partie web de notre application et voir comment c'est implémenté. Nous avons vu dans la démo précédente comment un utilisateur peut prendre un rendez-vous avec un médecin, un coach ou un praticien. Lorsqu'un utilisateur manipule l'interface web, des requêtes sont envoyées depuis le navigateur vers le serveur web de 4D. Ces requêtes sont interceptées par la méthode base sur authentification web qui est le point d'entrée du serveur web. Dans cette méthode, nous faisons une instantiation de l'objet $requestHandler à partir de la classe requestHandler. Nous allons voir dans une démo comment créer sa propre classe. Puis, nous appelons la fonction dispatch. Cette fonction se charge de désigner la méthode projet à exécuter pour traiter la requête de l'utilisateur. Nous avons ici, dans le dossier web, des méthodes projet qui servent de point d'entrée pour traiter les requêtes des utilisateurs. Ces méthodes contiennent une ligne de commentaires qui contient un tag /path et un objet JSON avec un attribut path dont la valeur ici est /home. Cela veut dire que si nous saisissons dans la barre de recherche /home, c'est la méthode onPage qui va s'exécuter.
Puis, nous appelons la fonction render qui se charge d'envoyer la réponse au navigateur et spécialement la page HTML affichée. Cette méthode se base sur l'attribut view dans lequel nous fixons le nom de la page HTML à envoyer. Par exemple, ici, lorsque la méthode onPage est exécutée, c'est la page index.shtml qui est envoyée au navigateur. Donc, si je mets ici un point d'arrêt et que j'actualise dans le navigateur, c'est bien la méthode onPage qui est exécutée. Pour la méthode staffSearch, donc quand je cherche ici kiné et que je clique sur chercher, c'est la méthode staffSearch qui est exécutée. Et là, nous voyons bien que c'est les trois entités qui sont envoyées à l'utilisateur et que c'est la page HTML results.shtml qui est envoyée au navigateur. Donc là, si nous regardons sur le navigateur, nous avons bien les trois kinés qui sont disponibles. Nous venons de voir l'utilisation typique du serveur web de 4D, c'est-à-dire intercepter les requêtes avec la méthode base sur authentification web et les rediriger vers des méthodes projets pour les traiter. Toutefois, nous allons découvrir une nouvelle notion dans cette démo qui est les sessions scalables ou Scalable Sessions. Le moteur 4D propose un nouvel objet Session qui permet d'accéder à la session créée pour chaque utilisateur ou plus précisément à un navigateur connecté au serveur web de 4D. Cette session est accessible depuis tous les process web utilisés par cet utilisateur. L'objet Session contient un attribut Storage qui permet de stocker des informations. Par exemple, ici, si je mets un point d'arrêt et que là, je choisis le motif de la consultation et la maison médicale, puis je prends le rendez-vous, c'est la méthode projet staff appointment qui s'exécute. Là, dans ces trois lignes de code, je récupère le contexte, c'est-à-dire les entités qui m'intéressent, et là, je crée un nouvel objet partagé appointment dans l'objet.storage. Et puisque l'objet session.storage est un objet partagé, je suis amené à utiliser use pour gérer les accès concurrents à cet objet-là. Puis, j'utilise l'objet session.storage.appointment pour y stocker les informations qui m'intéressent. Et par la suite, je stocke également dans cet objet session.storage.appointment l'année et le mois. Et par défaut, je stocke l'année et le mois courant. Puis, je précise la page HTML envoyée qui est ici meetingdoctor.shtml. Voilà. Et puis, j'ai ici le calendrier qui s'affiche pour choisir les créneaux. Donc, après avoir stocké toutes les informations nécessaires dans l'objet session.storage, et lorsqu'un utilisateur confirme le rendez-vous avec le code de vérification qu'il reçoit par mail, c'est la méthode appointmentValidate qui s'exécute. Cette méthode contient une fonction .book de la classe qui étend la data class appointment. Nous allons voir dans une démo comment étendre les data classes. Ici, nous passons l'objet session.storage.appointment et également nous passons l'UID de l'utilisateur connecté. Puis, la fonction .book se charge de créer l'entité et la stocker dans la base de données, comme vous le voyez ici. Donc, le principe, c'est que nous utilisons l'objet session.storage pour garder des infos dans la mémoire, puis nous les stockons dans la base quand c'est nécessaire. Ce principe est facilement implémentable dans 4D grâce au nouveau mécanisme des sessions. Le serveur web est scalable en V19. Les nouvelles sessions web scalables tirent pleinement parti du traitement multithread. Les développeurs 4D bénéficieront également d'un nouveau traitement des requêtes et d'une nouvelle gestion de contexte grâce à un nouvel objet session. Une autre fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée, même si elle ne fait pas partie de la démonstration, est la nouvelle balise de transformation appelée for_each, qui fonctionne de la même manière que la boucle for_each. Complément essentiel des applications 4D, 4D for iOS leur apporte une nouvelle facette mobile indispensable.
Dans cette démonstration, nous allons étendre la fonction de prise de rendez-vous aux appareils iOS grâce à 4D for iOS. Voyons ceci avec Ayoub. Dans cette partie, nous allons montrer les étapes pour créer une application mobile. Cette application va permettre d'effectuer une réservation dans un centre médical. Tout d'abord, nous allons ouvrir Fichier, puis Nouveau, Projet mobile et le nommer. L'étape suivante est de remplir ce formulaire. Nous allons saisir la société, l'identifiant, le nom, la version, le logo, corriger le copyright, le développeur et le groupe. Maintenant, pour la structure, il faut définir les tables et les champs qu'on va afficher. Pour cela, nous choisirons la table Appointment avec les champs Start SMP, Duration, Medical Staff, Consultations Kind et Medical House. Ainsi, la table Consultations Kind avec les champs Name et Photo. Ensuite, nous allons filtrer les données de la table Appointment de sorte que l'utilisateur ne trouve que ses réservations récentes. Lorsqu'on saisit le filtre, il faut cliquer sur Valider pour s'assurer que ce dernier est correct. Et par la suite, on va modifier la méthode sur authentification app mobile. Ce code permet de vérifier que l'email existe et renvoie des informations comme email, l'ID et SMP. Maintenant, nous allons créer une nouvelle action réservée. Nous allons choisir une icône et définir les labels. Nous allons l'appliquer sur la sélection courante de la table Consultations Kind. Par la suite, nous éditerons la méthode sur Action App Mobile qui gère les actions requises. Le code de cette action permet de créer un formulaire dynamique avec deux champs, date réservation, centre et une nouvelle action nommée Valide MH. Par la suite, nous allons définir les icônes et les labels à afficher. D'abord, nous choisissons l'icône et les labels pour la première table. Renommer la durée et appliquer Second to Time comme format. Et on va renommer également le prénom, le nom, la date et appliquer SMP.date comme format. Après, nous changerons le nom de la deuxième table et ses champs. Dans l'étape qui suit, nous allons s'assurer que le menu type de consultation va s'afficher avant le menu réservation. À ce niveau, on doit choisir les formulaires afin de présenter les données. Pour la première table, Appointment, on va désigner For Label Table comme formulaire liste. On va choisir les champs Duration, Start SMP, Consultation Kind Name pour les afficher. Et opter les champs Medical House Name, Consultation Kind Name et Medical Staff First and Last Name pour la recherche. Et désigner le champ Medical House Name pour regrouper les données. Par la suite, on va définir Visual Contact comme un formulaire détaillé dont on va ajouter Medical Staff Photo, Medical House Name, Consultations Kind Name, Medical Staff First Name and Last Name, Start SMP et Duration. Pour la table Consultations Kind, nous choisirons pour formulaire liste le template Simple Table with Picture dont nous désignons le nom et la photo pour l'affichage. Et pour la recherche, nous sélectionnons le nom. Avant de publier notre application, on doit sélectionner Authentification, s'assurer que le serveur web tourne. Choisir l'appareil et cliquer sur Compile et exécuter. Après la génération de l'application, nous allons se connecter avec l'email.
Nous arrivons sur le menu type de consultation dont nous cherchons médecin général. Nous glissons pour réserver. D'abord, on doit saisir la date et choisir une maison médicale. Ensuite, on doit choisir le docteur et un créneau afin de le réserver. Dès que la réservation s'effectue, nous arriverons sur la liste des réservations où on peut trouver notre créneau en cherchant par la maison médicale. Sur ce, nous vous retrouverons dans les prochaines sessions de formation pour mieux s'approfondir dans tout ce qu'on vient de présenter dans cette vidéo. Grâce à un ensemble de fonctionnalités réellement avancées et innovantes, 4D for iOS vous permet de développer votre application professionnelle sur iOS et demain sur Android. Pour n'en citer que quelques-unes, avec les notifications, vous pouvez envoyer des notifications à tous les utilisateurs de l'application ou à un groupe d'utilisateurs sélectionnés, offrant ainsi un moyen très efficace d'interagir au sein d'une entreprise. Grâce au Deep Linking, vous pouvez garantir une expérience utilisateur transparente en amenant les utilisateurs directement au bon endroit dans votre application en un seul clic. Les interactions avec les appareils, comme la lecture de code barre ou la capture d'une signature du bout du doigt directement dans l'application, sont entièrement intégrées dans 4D for iOS. Dernier point, mais non le moindre, le mode hors ligne. Cette fonctionnalité est unique sur le marché. L'utilisateur pourra modifier et supprimer des enregistrements lorsque le serveur n'est pas disponible. Dès que la connexion au serveur 4D est rétablie, ces tâches en attente sont automatiquement traitées et exécutées selon un ordre chronologiquement pertinent. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, essayez-le. Vous serez certainement convaincu par l'application iOS que vous pouvez construire à partir de ce logiciel. Et pour vous aider à accélérer votre courbe d'apprentissage, la formation approfondie 4D for iOS fera partie du pack de formation 4D World Tour Live qui sera disponible dans quelques semaines. S'il y a une nouvelle chose que vous devez apprendre en V19, ce sont les classes. Dans cette démonstration, nous allons vous montrer une utilisation pratique des classes dans une application. Suivons la démonstration avec Olivier. Pour débuter cette nouvelle vidéo, nous vous avons préparé un petit formulaire dans lequel nous allons afficher par la suite un graphe à secteur, autrement dit un camembert. Pour pouvoir voir ce formulaire, je vais faire un clic droit sur la liste et utiliser l'option « Éditer le formulaire ». Tiens, éditer le formulaire, oui, ça utilise la nouvelle commande « Form Edit » dans laquelle on peut passer en argument le nom du formulaire et en activant cette commande, nous obtenons le formulaire en mode édition, très pratique. Bien entendu, je vois que ce formulaire, il n'est constitué que d'une seule image et je vais pouvoir voir la méthode formulaire associée et voir que l'image, elle est ici créée avec un texte SVG. Bien entendu, c'est ce code-là qu'il va falloir remplacer pour pouvoir faire à la place un graphe. Pour pouvoir faire ce graphe, on va créer une nouvelle classe. Donc, j'utilise le menu et je vais donner le nom PyChart. Bien sûr, la classe doit être initialisée et pour ça, on a un mot-clé qui s'appelle class constructor qui est en fait l'initialisation de notre classe. Je vais pouvoir donc écrire un certain nombre de lignes pour pouvoir définir les éléments de mon graphe. Donc ici, nous avons défini les marges, une gouttière, une zone utile, un titre, un sous-titre, si on utilise le gradient, des effets de couleur. Et puis on voit qu'on a aussi deux fonctions qui sont appelées. Comme ces fonctions, elles utilisent le mot-clé this, on peut en conclure que ce sont des fonctions internes. Donc je vais pouvoir créer à l'intérieur de ce code, en utilisant le mot-clé fonction, set area size. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle fonction. Bien entendu, cette fonction, on voit qu'elle accepte deux paramètres qui sont la largeur que je définis en integer et la hauteur qui est également un integer
Et ça va me permettre par la suite de pouvoir utiliser directement ces paramètres pour alimenter ici des sous-attributs dans mon ZIS, c'est-à-dire dans mon objet de classe. Pour la fonction suivante, FileShade, ici je vais pouvoir définir cette fois une collection avec des noms de couleurs SVG pour avoir un joli gradient. J'ai tout ça, je vais commencer maintenant à pouvoir l'utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser, je retourne dans ma méthode formulaire, je mets en commentaire tout ça, et je vais dire que mon graphe, c'est devenu un objet, et j'utilise cs.pychart. Donc cs, c'est le class store.pychart pour définir un nouvel objet de type pychart, et je vais utiliser new. Donc là, j'ai défini mon PyChart et je vais mettre un point d'arrêt ici. Ce point d'arrêt va me permettre de voir, lorsque j'utilise mon code, que le graphe est bien un objet défini. Et surtout, si on regarde les types, on voit que graph est un objet de type PyChart. Donc c'est une variable de type PyChart avec un certain nombre d'éléments. Maintenant, je vais pouvoir utiliser mon objet graph pour pouvoir définir la dimension de ce graphe. Et comme je veux que ça épouse mon objet graphique, je vais reprendre les dimensions que j'ai définies en ligne 25, ici, que j'ai récupérées, pour pouvoir maximiser la zone du graphe. De cette façon-là, j'ai redéfini les dimensions de mon objet. Poser en ligne 34 un point d'arrêt, retourner dans mon code pour vérifier que la taille de ma zone a bien évolué. On n'est plus en 500 par 500, on est en 560 par 854, ce qui correspond à la taille de l'objet graphique. Donc mon graphe va bien épouser toute la place. Maintenant, je vois que j'ai défini un peu plus tôt dans le code Graph Series, donc qui est en fait une collection avec pour chacun le nom de la spécialité médicale et un UUID, mais surtout le count. Donc on voit ici pour la vaccination, j'ai 9238 rendez-vous sur l'année 2021. Je vais pouvoir donc utiliser cette série pour définir les séries de mon graphe. Et je vais passer cette collection comme argument à ma fonction. Cette fonction n'existant pas, je vais retourner dans ma classe et ajouter la fonction. Cette fonction que j'ajoute, c'est juste ici une affectation. J'aurais pu le faire directement, mais je préfère passer par une fonction parce que je pourrais implémenter par la suite une évolution de ma classe qui va contrôler le contenu de la série avant de continuer à dessiner le graphe. Maintenant, il faut justement dessiner ce graphe et pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle drawGraph que je vous copie directement ici et qui est directement extraite d'un code qu'on a publié il y a quelques années dans une note technique. Donc ce code a juste été adapté, on voit qu'il y a des is un peu partout, pour fonctionner dans le cadre d'une classe. On voit également en ligne 91 qu'on a une fonction drawLegend qui est appelée. Donc cette fonction drawLegend, il va falloir également l'ajouter. Ce sont des références à du texte SVG qui vont dessiner également des petits rectangles. Et on va pouvoir maintenant utiliser cette nouvelle commande drawGraph pour pouvoir dessiner réellement son graphe. Sauf que il faut que ça nous retourne une image. Et là, on voit que la fonction drawGraph, grâce au symbole du pointeur, va nous renvoyer une image. Cette image, je vais pouvoir donc l'utiliser ici, $pit, graph.drawGraph. J'ai sauvegardé ce point-là, je sauvegarde celui-ci, et je vais pouvoir maintenant retourner
et voir le résultat direct dans mon formulaire de test. On a vu qu'il y avait des éléments de titre, donc je vais à nouveau modifier ma méthode formulaire ici et ajouter graph.title. Deux points égales, c'est form.currentitem.name et ensuite graph.subtitle, deux points égales, alors on va faire une string de l'année qu'on a stocké un peu plus haut. Voilà, maintenant je sauvegarde ça, je reviens et je reteste mon résultat pour voir le graphe. On a fait les choses bien, mais pas tout à fait bien. Il nous reste ici à nettoyer le commentaire qui ne nous sert plus et on peut également déclarer, grâce à la commande var, ici, déclarer son graphe. Le graphe, il va être de type cs.pychart. Et quand on fait les choses bien, on est toujours récompensé. Regardons un peu plus loin et mettons par exemple ici $graph. On voit qu'il ne me propose que les éléments qui ont un sens pour le graphe. Donc on voit drawGraph, setAreaSize, setSeries et les différents attributs de l'objet graph. On n'a pas tout ce qu'on a créé depuis le lancement de la base. On a précisé, 4D accepte cette précision et en tient compte. Et vous vous rappelez, on a fait des fonctions qui s'appelaient FileShade et drawLegend. Je vous les rappelle ici. Alors on peut ici tout contracter pour voir toutes les commandes, mais ces fonctions-là, elles étaient préfixées par underscore. En fait, quand on les préfixe par underscore, ça les masque quand on utilise la saisie prédictive ici avec le point, sauf si on met bien entendu underscore, parce qu'on veut les appeler explicitement. Mais par défaut, ça ne les propose pas. C'est très pratique quand on a des sous-fonctions utilitaires à l'intérieur de sa classe qu'on ne veut pas forcément avoir à la vue en permanence quand on utilise la classe. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide et vous voyez qu'avec quelques lignes de code que je vais pouvoir facilement réutiliser, je vais pouvoir dessiner un graphe. Et ça, où que ce soit dans mon application, parce que la seule chose que je vais réellement définir, ce sont les séries qui demandent un nom et un compte, et la largeur et la hauteur. Les classes favorisent l'organisation dans la programmation. Elles sont la pierre angulaire du développement orienté objet. Elles encapsulent les fonctionnalités connexes dans des objets, ce qui rend le code beaucoup plus organisé et facile à maintenir. Les data classes sont des briques essentielles dans l'approche Urda, mais elles aussi évoluent. Voici une démonstration expliquant comment et quand étendre une data class avec Olivier. Continuons l'exploration de notre base de données permettant la gestion des rendez-vous médicaux. Je désire prendre un rendez-vous avec un généraliste dans la maison médicale Angoulême-Ville-Haute et je dois désigner un docteur. Pour pouvoir désigner ce docteur, j'utilise un pop-up menu dont voici le code. J'appelle le formulaire et le code du pop-up menu est ici. On voit que l'on fait une boucle sur la table Medical Staff en utilisant une entity sélection et que j'utilise la méthode projet Medical Staff getFullName. Ici, l'argument qu'on passe est une entité qui est définie là. Justement, allons voir la définition. Nous avons une classe qui étend l'entité, class extend entity. Cette classe étend les entités de la classe Medical Staff. Donc, je vais pouvoir rajouter dans cette classe une fonction qui s'appelle getFullName, qui prend pas forcément de paramètres. On va utiliser donc la classe, donc on va avoir en fait de manière implicite dans le mot-clé this l'entité ciblée.
et on retourne un full name. On va pouvoir donc faire le code en récupérant this civility, this first name et this last name qu'on pousse dans une collection et on fait un joli join avec un espace pour pouvoir avoir le résultat. Maintenant que ce code est écrit, je vais pouvoir l'utiliser directement pour avoir ma fonction. On voit que grâce à la déclaration ici en ligne 5, en tapant get, j'ai tous les get qui sont disponibles pour une entité. Donc je fais mon get full name. Il ne me reste plus qu'à retourner dans mon formulaire pour voir la différence ici avec la civilité qui a été rajoutée, parce que la fonction getFullName est plus complète que ma méthode projet MedicalStaff getFullName. Donc on a utilisé une fonction getFullName qui est très pratique. Si on va dans le code et qu'on reprend la méthode formulaire, nous voyons ici qu'il y a une méthode qui nous permet de redessiner le formulaire. Et dans cette méthode qui permet de redéfinir le formulaire, nous avons une méthode qui permet de calculer les appointments. Nous voyons que dans ce code, nous utilisons ici deux méthodes pour convertir les timestamps en date et en heure. Et là, on a une entité de type appointment. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est supprimer l'appel à cette méthode et utiliser la fonction date. De la même manière, je vais supprimer ici l'appel à la méthode aussi pour avoir la fonction time. Pourquoi je peux faire ça? Parce que dans la classe qui régit l'entité, si je vais voir la définition, je trouve les fonctions date et time. Vous voyez qu'il y a de nombreuses fonctions dans cette classe. Nous y reviendrons plus tard dans d'autres vidéos ou au cours des formations. Pour le moment, fermons ce code et revenons sur la méthode précédente. Nous voyons que nous avons ici un query sur une entity sélection qui permet de filtrer entre deux timestamps, en fait de filtrer sur une journée. On va voir que on a une entity sélection. Donc si on regarde la classe étendant la data class mais pour une sélection, de la même manière ici, je vais retrouver une autre data class. C'est pas la même que précédemment. Tout à l'heure, j'étendais une entité. Là, j'étends une entity selection. Je vais pouvoir faire une fonction particulière qui s'appelle filter by day et je vais donc devoir lui passer une date et il va me retourner une entity selection filtrée. Donc, je reviens sur mon code ici et je vais pouvoir remplacer ce code-là. Je mets en commentaire ces trois lignes. Et ici, au lieu de faire un calcul en fourchette, je vais utiliser la commande filter by day, ou dans lequel je vais demander à traiter la date à étudier. Donc ici, j'ai en fait fabriqué une fonction qui va me permettre de filtrer. Maintenant, on a étendu une entité, on a étendu une entité sélection. Si je ferme tout ça et que je reviens à la répartition des types de consultation, et si j'édite le formulaire, je vais pouvoir rappeler la méthode formulaire associée. Et nous voyons qu'on a une fonction qui est appelée directement sur une data class. Nous n'avons pas ici un appel de fonction sur une entité ou sur une entité sélection, mais directement sur la data class. Normalement, sur la data class, on fait un point role, un point query, un point get. Là, je vais faire un get count by year, et qui me retourne d'ailleurs une série. Pour pouvoir voir le code, je peux faire une recherche des références et je vois effectivement que c'est bien une fonction d'une classe qui s'appelle consultation_kind et qui étend ma data class. Et là, j'ai un code métier relativement complet, ce qui fait un certain nombre de recherches dans la table des appointments pour pouvoir me fabriquer ma série de valeurs. Maintenant, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est que si je pose le mot-clé trace en tête de la fonction et que je rappelle mon formulaire pour relancer le calcul du graphe, on voit apparaître en arrière-plan le mode trace. Pourquoi en arrière-plan? Parce que si je bascule la fenêtre de debug, je vois en fait
que ce qui est actif ici, c'est plus 4D, c'est 4D serveur. En fait, mon application, elle était lancée en mode client-serveur. Et la fonction getToonBuyer, elle est exécutée sur le serveur et tout son code. Et ça va m'éviter d'avoir une boucle qui appelle un certain nombre de fois le serveur. En fait, j'ai encapsulé tout mon code dans une fonction qui est exécutée sur le serveur. C'est vraiment une fonction métier. Et d'ailleurs, cette fonction métier, nous allons le voir très prochainement, elle pourrait être utilisée pour d'autres usages que le client-serveur. On voit que la fenêtre n'est pas mise à jour en arrière-plan parce que le code côté client attend le résultat. On est exactement dans le même principe que les méthodes projet avec l'attribut exécuté sur serveur. Sauf que là, ça se fait naturellement à travers une classe. Donc si je continue mon code, donc je laisse partir, on voit que le formulaire a été mis à jour. Bien entendu, ce comportement est très bénéfique dans certains cas et peut être gênant dans d'autres cas. Nous allons voir qu'il y a des façons de coder pour éviter les inconvénients ou plus exactement pour choisir où va être exécuté le code. Et nous verrons ça dans les formations qui sont proposées au cours du World Tour. L'extension des data classes est bien plus qu'une simple évolution. C'est une véritable révolution car c'est la possibilité d'enrichir le langage Orda avec ses propres fonctions. Mais la révolution n'en est qu'à ses débuts et vous aurez de belles pépites à découvrir dans les prochaines versions. Les classes peuvent jouer un rôle dans chaque partie du développement d'une application. Cela inclut également le développement web. Dans cette démonstration, nous allons utiliser les classes dans le contexte du serveur REST inclus dans 4D. Rejoignons maintenant Abdelhafid. Dans cette démo, nous allons voir les classes dans le cadre du serveur REST de 4D. Vous vous rappelez certainement de cette page web qui s'affiche lorsqu'un utilisateur choisit un praticien, un motif de consultation et une maison médicale. Lorsque nous choisissons un jour, nous avons la liste des créneaux disponibles du praticien qui s'affiche ici. Si nous regardons le code HTML de cette page, nous trouvons ici un premier div qui affiche le résumé, c'est-à-dire le praticien, le motif de la consultation et la maison médicale. Nous avons par la suite ici un deuxième div qui affiche le calendrier. Puis, nous avons la balise form qui affiche les créneaux. Cependant, cette balise est vide. Cela veut dire que nous créons le formulaire de façon dynamique dans le fichier meetingdoctor.js. Ici, lorsque nous cliquons sur un jour du calendrier, c'est la méthode getAvailableAppointments qui s'exécute. Dans cette méthode, nous appelons le serveur REST de 4D via l'URL /rest/appointment/availableappointments en lui passant un paramètre data qui contient le day, c'est-à-dire le jour choisi sur le calendrier. AvailableAppointments est une fonction d'une classe qui étend la data class appointment. Revenons sur 4D pour voir cette fonction. Nous avons bien la fonction AvailableAppointments qui est exposed. Cela veut dire qu'elle est exposée sur le web et pourra être appelée par un client web. En la déployant, nous regardons quelques lignes de code, mais nous utilisons ici la fonction getAvailableAppointments de l'objet lui-même en utilisant le mot-clé this. Cela veut dire que nous avons cette fonction dans cette même classe qui est là. La fonction getAvailableAppointments fait tout simplement appel à la méthode projet AppointmentFindSlots pour récupérer les créneaux disponibles. Maintenant, la question c'est pourquoi nous utilisons ici deux fonctions dans cette classe. La réponse est toute simple. AvailableAppointments est exposé sur le web. Donc, nous sommes amenés à faire des contrôles sur ce qu'on voit les utilisateurs et les clients web. Rappelez-vous de la règle d'or, ne faites jamais confiance à l'utilisateur. Donc ici, nous faisons des contrôles sur le flux qui arrive sur le serveur web et nous appelons la fonction getAvailableAppointments que nous conservons à usage interne, c'est-à-dire que nous pouvons l'utiliser dans d'autres contextes, pas uniquement dans le cadre du web. Nous pouvons l'utiliser par exemple dans le cadre du client-serveur ou du 4D for iOS. Cela nous permet de séparer la logique métier de la gestion des interfaces qui est important et primordial pour une programmation modulaire.
Revenons maintenant sur les paramètres de la fonction AvailableAppointments et commençons par le deuxième paramètre $Medical Capability. Cet objet contient les UID du medical staff de la maison médicale et de la consultation. Le premier paramètre est invariant et nous traitons deux cas. Lorsqu'il s'agit d'un texte qui a un format date et lorsqu'il s'agit d'un numéro. Cela veut dire que cette méthode pourra être appelée dans différents cas. Dans notre cas, lorsque nous cliquons sur le calendrier, nous envoyons le jour, c'est-à-dire un numéro. Puis, nous récupérons l'année et le mois à partir de la session. Je vous montre un cas en utilisant Postman qui appelle cette fonction avec une date. Nous avons ici le Medical Capability qui contient les bons UID. En premier paramètre, nous avons ici une date. Lorsque nous cliquons sur le bouton Envoyer, nous avons ici la réponse du serveur REST de 4D qui nous envoie les créneaux disponibles pour ce medical staff, la medical house et cette consultation. Cette fonctionnalité est simple à utiliser comme on peut le voir dans la démo et peut vous aider à renforcer votre sécurité. Le développeur garde le contrôle total de son développement et lui seul décide de ce qu'il doit être exposé à partir de REST. Les classes permettent d'étendre des fonctionnalités métiers du côté serveur, ce qui est dans l'esprit MVC. 4D Write Pro est un outil essentiel dans l'application 4D. Il offre un traitement de texte de pointe au sein de votre application 4D. Nous allons ici voir une démo qui met en évidence certaines de ces nouvelles fonctionnalités. Découvrons-les avec Pasma. L'utilisateur final peut en même temps, à partir de la même interface, générer un flyer composé des informations existantes sur le coach ou bien l'instructeur sélectionné depuis la liste et la maison médicale qui lui appartient. Et bien sûr, le thème du flyer est généré de manière programmatique en fonction du type d'activité. La première chose que nous allons traiter est l'image d'arrière-plan, qui est toujours nécessaire pour remplir toute la zone imprimable, comme un filigrane par exemple. Et si cela n'était pas possible dans 4D Write Pro, ce serait difficile à croire. De nombreuses options sont disponibles pour les images d'arrière-plan, y compris le détourage, le motif répétitif et l'origine, et cela grâce à la nouvelle valeur de l'attribut Paperbox. Pour le voir de plus près, voici l'image d'arrière-plan qui sera répétée sur toutes nos pages. Sans aucun doute, vous avez déjà manipulé des images en ligne, inline pictures. Alors, après les images en ligne et les images d'arrière-plan, 4D vous donne encore plus de contrôle sur l'insertion d'images à une position spécifique dans un document, devant ou derrière le texte, ainsi qu'ancré à la page ou à des parties spécifiques du document. Et c'est bien sûr en utilisant la commande WP Add Picture. Mais ces images étaient statiques, soit définies par une variable image ou un champ, soit par un chemin d'accès à l'image. En fait, c'est trop ennuyeux pour notre intérêt. Voici donc quelque chose d'encore plus intéressant. Les images ancrées de 4D Write Pro supportent désormais les expressions 4D. En d'autres termes, une expression 4D valide peut également être associée à une image ancrée, et ce, en définissant simplement le nouvel attribut WK-Image-Expression. Pour vérifier cela, vous pouvez sélectionner la deuxième activité, qui est la danse, et cette image représente le code ici. Passons à l'insertion et la suppression de colonnes, qui ne sont pas seulement possibles, mais aussi beaucoup plus faciles à gérer par programmation grâce à 4 nouvelles commandes. Elles peuvent également être réalisées en utilisant l'interface, mais ce n'est pas notre objectif principal aujourd'hui. Dans le cas présent, concentrons-nous davantage sur les colonnes seules. Comme ici, nous voulons ajouter 2 colonnes avec certains critères sur la façon de les afficher. En passant bien sûr à un objet contenant ce que nous voulons et comment nous voulons créer nos colonnes à la méthode suivante. Bien sûr, nous obtenons cette commande ici qui fait la tâche pour nous ainsi que retourne les plages qui correspondent aux parties créées dans la table. Quant au reste du code, il sera détaillé ultérieurement. Un tel code nous donne finalement le résultat suivant. Bien sûr, si on choisit l'activité yoga,
on aura 2 colonnes avec un affichage différent. Suivant la même logique, pour supprimer des lignes et des colonnes, il existe des commandes appropriées pour cela. Et la grande surprise est que d'autres mises à jour et améliorations ont été apportées aux commandes WP Table Get Rows, Get Columns et Get Cells. Ils ont la même utilisation classique, mais cette fois-ci, avec plus d'informations renvoyées dans un objet sur des plages telles que le first row et row count en utilisant la commande WP Table Get Rows. Alors que nous parlons déjà des tables et des lignes, n'oublions pas qu'il est temps de parler des nouvelles actions standards pour Categorize Pro et qui ont pour cible principale les tables et leurs éléments. Pour n'en citer que quelques-unes, vous pouvez définir la bordure d'une table, la couleur de fond d'une cellule, l'alignement vertical du texte dans une ligne, ainsi que l'alignement du table elle-même dans le document. Les actions disponibles pour les tables, les lignes et les cellules sont nombreuses et largement ouvertes pour que vous puissiez les découvrir et les tester. Mais nous pouvons vous en montrer quelques-unes, comme dans la deuxième colonne, où nous avons passé les actions suivantes à l'intérieur de l'objet, comme le border style, le padding top, le width, le padding left, et bien sûr l'alignement du texte. Après cela, ils ont été exécutés par la commande invoke action. Les propriétés ne seront pas appliquées aux colonnes, mais à chacune de leurs cellules. Nous avons traité et discuté différents points qui nous amènent à annoncer que les tableaux ne sont pas la seule façon d'afficher des éléments. Vous pouvez également manipuler les sections avec du code comme dans la 3e page. Nous avons une section qui est divisée en 2 colonnes. La première affiche le programme disponible comme le jour où vous pouvez rejoindre ce cours de danse avec cet instructeur. À quelle heure et pour combien de temps avec quelques points clés affichés dans la 2e colonne. Nous avons pu récupérer des informations liées à cet instructeur et à la maison médicale en utilisant cette méthode-là. Après avoir défini les différents éléments et la mise en page, vous pouvez formater la section en 2 colonnes comme ici. De plus, vous pouvez accéder à n'importe quel élément ou partie d'un document par programmation. Ils sont appelés éléments et seront retournés soit comme un seul élément avec la fonction WP-GetElementsById ou, comme dans notre exemple suivant, comme une collection grâce à la fonction WP-GetElements qui retournera des éléments de n'importe quel type, paragraphe, table, image, etc. Si un range ou une référence est passée, la commande retournera une collection contenant uniquement des éléments du type correspondant. Nous voulions accéder aux éléments de la section juste pour pouvoir appliquer une feuille de style différente à chaque paragraphe. Oui, les style sheets sont déjà arrivés pour nous épargner beaucoup plus d'efforts et plus d'opportunités pour gérer vos propres feuilles de style pour les paragraphes, comme définir les couleurs, le padding, les polices et beaucoup plus. La solution de contournement est simple. Vous pouvez d'abord créer la feuille de style avec la nouvelle commande WP New Style Sheet, puis son contenu doit être défini en utilisant la commande bien connue WP Set Attributes qui n'a rien de nouveau pour vous. Et par cela, vous pouvez ajouter autant d'attributs que vous voulez. Par exemple, vous pouvez définir le padding, le size, la couleur et bien d'autres choses encore. Enfin, tout ce que vous avez à faire est d'appliquer la feuille de style nouvellement créée à une. Bien sûr, il n'est pas appliqué uniquement au paragraphe, mais il est également défini comme une feuille de style pour les caractères. Par exemple, en définissant les éléments suivants, la taille ou bien la couleur. Avec les 2 changements suivants, nous obtenons 2 manières d'afficher ces 2 textes avec des critères différents. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passe avec les feuilles de style créées avec Categorize. Et je suis là pour vous calmer, qu'ils ne sont pas seulement importés, mais ils peuvent être appliqués aussi. Avec tout cela, vous auriez une autre question concernant la vraie raison d'une telle fonctionnalité, alors que vous pouvez simplement appliquer ces changements en une seule fois. Mais que se passerait-il si vous étiez censé changer quelque chose par la suite? Alors, bien sûr, vous devrez le faire pour chaque paragraphe séparément. Et je cite
encore une fois chaque paragraphe séparément. Au lieu de cela, grâce au nouveau changement, il suffit de modifier les attributs dans la feuille de style elle-même. Maintenant que nous sommes plus ou moins satisfaits du résultat, il est temps d'exporter le document. Et bien sûr, 4D a rendu possible l'exportation des documents 4D Rise Pro directement au format PDF, sans qu'il soit nécessaire d'installer des pilotes d'impression ou bien des logiciels supplémentaires. Il peut être soit exporté vers un document et sauvegardé sur votre disque dur, soit vers une variable blob qui peut être ensuite envoyée en pièce jointe d'un email par exemple. Vous remarquerez également un certain nombre d'options permettant de spécifier précisément ce qui doit être exporté et comment. Il est temps maintenant de les tester et nous obtenons notre document PDF qui représente le flyer sur lequel nous avons travaillé. La dernière chose dont nous allons parler est l'un des soucis que nous avons tous ou au moins vécu une fois. Il peut y arriver que vous modifiez par erreur un document 4D Rise Pro particulier et ajoutez des éléments. On ne sait jamais. Ainsi, pour que le document reste protégé et non modifiable, il suffit de définir quelle partie du document sera protégée ou non, puis d'activer le drapeau de protection du document, Protection Flag, pour que les premiers paramètres soient pris en compte. Dans notre exemple, nous avons défini l'ensemble du document comme non modifiable, protégé. Ne vous contentez pas de me croire sur parole, inscrivez-vous pour découvrir d'autres techniques et pratiques au cours de cette formation. Comme nous pouvons le constater, 4D Write Pro a surpassé son prédécesseur 4D Write. Avec la V19, nous avons étendu les fonctionnalités de 4D Write Pro avec les fonctionnalités que vous nous avez demandées. Prenons simplement comme exemple l'importation et l'exportation au format Word et PDF. CADD-View Pro continue d'être un outil de productivité formidable. Dans cette démo, nous allons voir comment vous pouvez créer vos rapports pour un utilisateur en consolidant les données de manière simple et efficace. Suivons Wafa dans cette présentation. Démo, nous allons voir l'outil 4D View Pro de 4D. En cliquant sur cette icône de tableau de bord, nous pouvons visualiser de différents tableaux de bord. Les trois derniers sont construits avec 4D View Pro. Commençons par le premier, rendez-vous par maison médicale. En cliquant sur la ligne, le tableau de bord s'affiche. Comme vous pouvez voir sur l'écran, les trois premières colonnes concernent des informations sur les maisons médicales de la base. Après, nous avons un certain nombre d'indicateurs qui ont été calculés par rapport à l'année 2020. Ces mêmes indicateurs ont été calculés également pour l'année 2021. Bien entendu, nous pouvons choisir les années que nous désirons sur les listes déroulantes en haut. Et cette dernière plage de colonnes nous donne une idée sur l'évolution de ces critères de 2020 à 2021 par maison médicale. Voici le formulaire permettant d'afficher le tableau de bord que nous venons de voir. Il contient une zone 4D View Pro à laquelle nous associons cette méthode objet. Nous capturons l'événement en VP-Ready afin d'appeler la méthode projet Dashboard Appointment per Medical House servant à construire notre tableau de bord dès que la zone est prête. Nous commençons dans cette partie à récupérer les années à comparer, puis une sélection d'entités contenant l'ensemble des maisons médicales de la base, et nous affectons à la variable locale de leur area name le nom de notre zone 4D View Pro afin de pouvoir l'utiliser dans les commandes 4D View Pro. Par la suite, nous allons essayer de configurer la collection de valeurs à insérer dans l'entête avec la commande VP setValues. Cette collection servant d'entête contient deux sous-collections, car notre entête est représentée sur deux lignes. C'est pour ça qu'on ajoute ces deux sous-collections avec la méthode push à $setValues que nous passons comme paramètre à la commande vpSetValues pour afficher l'entête à partir de la ligne 0 et la colonne 0. Comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, ces deux cellules sont fusionnées. C'est la même chose pour ces deux cellules et ces deux cellules. Cette plage de 10 cellules est également fusionnée. C'est pareil pour ces cellules et ces cellules. Donc, en total, on a 6 plages de cellules à fusionner. C'est pour cela que nous récupérons dans le code 6 plages de cellules avec la commande vpCells et que nous fusionnons avec la commande vpAddSpan. Nous passons après à configurer les propriétés de style de l'entête.
Nous utilisons l'attribut height pour changer la hauteur des lignes, l'attribut width pour changer la largeur des colonnes, l'attribut wordWrap pour activer le wordWrap pour forcer le retour à la ligne du texte à afficher, et l'attribut backcolor pour changer la couleur du fond des différentes plages de cellules de l'entête. Nous venons de finir avec l'entête du tableur. Passons maintenant à son contenu. Nous avons ici une boucle répétitive for each permettant de traiter chaque maison médicale. On récupère le numéro, le nom, l'adresse de chaque maison médicale et on calcule les différents indicateurs à afficher sur le tableau de bord pour chaque maison médicale. Dès que c'est fait, on ajoute ces données à la collection de la current line values qui correspond au pas courant de la boucle répétitive. Puis, nous ajoutons cette sous-collection à la collection globale $cell_values que nous passons à la commande vp_set_values comme paramètre. En effet, n'oubliez pas la règle d'or. Pour optimiser vos développements 4D View Pro, ne jamais utiliser la commande vp_set_values sans S dans une boucle, alors qu'on a cette commande permettant de faire le travail une seule fois. Passons maintenant à la plage de colonnes permettant d'afficher l'évolution. Pour cela, nous avons créé une formule nommée qui s'appelle Evolution Appointment Medical House avec la commande vp_add_formula_name et on a affecté cette formule nommée à l'ensemble des colonnes de l'évolution avec vp_set_formula. Cette formule permet de référencer les deux cellules correspondantes dans l'année 1 et l'année 2 et calcule leurs différences. Comme vous voyez, avec ces deux lignes de code, nous avons pu calculer toutes les cellules de la partie évolution. Passons maintenant au formatage des cellules. Comme vous pouvez voir, nous avons utilisé l'attribut formatter avec la commande vp_set_cell_style pour ajouter des formats à des plages de cellules données. Comme ça, on peut affecter des couleurs à des cellules selon des conditions, ajouter des préfixes comme D pour day, MN pour minute, et on peut même formater d'autres cellules comme pourcentage. Et enfin, on utilise la commande vp::autofit pour redimensionner la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2 en fonction de leur contenu. Sur ce segment, on a vu quelques fonctionnalités de l'outil 4D View Pro. Je vous donne donc rendez-vous pour la formation dédiée à cet outil pour vous montrer plus de fonctionnalités et plus de possibilités qui vont vous faciliter le développement avec 4D View Pro. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans 4D View Pro pour vous aider à créer des feuilles de calcul encore plus intéressantes. Vous pouvez même les exporter vers MS Excel pour les partager avec d'autres. De plus, de nombreuses optimisations ont été apportées grâce à l'adoption de Spread.js 14 sur lequel 4D View Pro est basé. L'une des forces de 4D est son environnement de développement complet et intuitif. L'équipe engineering a passé beaucoup de temps à rendre l'environnement et le langage 4D encore plus robustes. Voyons un exemple de cela avec une commande particulièrement surprenante de la V19 Compile Project. C'est Abdelhafid qui nous le présente. Dans cette démo, nous allons nous intéresser au mode de développement et spécialement à la nouvelle commande 4D Compile Project qui permet de compiler un projet et de vérifier la syntaxe. Si je choisis ici la vision administration, puis je lance l'entrée compilation. Après avoir compilé le projet, nous avons ici la liste des erreurs et des warnings. En double-cliquant sur une ligne, cela m'ouvre la méthode à la bonne ligne pour pouvoir la modifier et corriger les erreurs. Si nous regardons comment c'est implémenté, nous avons ici le formulaire compilation _check syntax qui est associé à l'entrée compilation. Ce formulaire contient une list box de type collection ou entité sélection, ainsi que quelques zones de saisie pour pouvoir afficher quelques informations. Dans la méthode formulaire de ce formulaire-là, nous utilisons la commande compile project pour compiler ce projet, ainsi qu'une méthode projet compile getinfo pour pouvoir récupérer quelques informations et les afficher sur le formulaire. Dans la méthode objet de la list box, nous utilisons la commande méthode openPath à laquelle nous passons le chemin de la méthode ainsi que la ligne à laquelle le curseur sera mis lorsque nous ouvrons la méthode. Cet outil est intéressant lorsque nous travaillons dans le cadre d'une équipe. Par exemple, si un chef de projet récupère le projet du dépôt distant, puis vérifie la syntaxe, et se rend compte qu'il y a des erreurs comme le cas ici. Il peut par exemple sélectionner des lignes
et les envoyer au développeur Raphaël qui a travaillé par exemple sur la fonction d'une classe qui étant la data class appointment, ainsi que la fonction build de la classe calendar. Puis, nous pouvons exporter ces lignes-là et les stocker dans un fichier que nous nommons par exemple errors for Raphaël, que nous stockons sur le disque. Quand le développeur Raphaël reçoit ce fichier-là, il pourra l'importer pour regarder les erreurs qu'il a commises pour les corriger. Si la compilation a réussi, nous avons ici d'autres éléments qui sont les variables interprocess, les variables process, les variables locales et les méthodes que nous allons détailler dans une session de formation. Nous venons de mettre l'accent sur la commande Compile Project. Il existe de nombreuses autres fonctionnalités qui ont été ajoutées à l'environnement de développement et qui rendent 4D encore plus productif. Voyons maintenant ce qu'il est possible de faire avec le même framework que celui qui a servi de base à notre application. Voici une démo que nous avons demandé à un étudiant de travailler pour le 4D World Tour en tant que projet de stage. Ce stagiaire n'avait aucune connaissance préalable de 4D. Nous lui avons donné le framework et lui avons demandé de choisir son propre sujet. Il a choisi son sport favori, la Formule 1, et a décidé de créer une application pour le stockage et le traitement de toutes les données de courses de Formule 1 depuis 1950. Voici ce que Titouan nous a présenté 2 semaines plus tard. Dans les vidéos précédentes, vous avez vu une base unique sous différents angles qui utilise un framework de développement spécialement créé pour le World Tour. Mais ce framework n'est pas uniquement utilisable dans le cadre de cette base, mais elle peut être utilisée gratuitement pour créer d'autres applications 4D. C'est ce que nous avons fait et ce que nous allons vous présenter maintenant. Voici la structure de cette base qui contient toutes les données du championnat du monde de Formule 1 depuis 1950. Par exemple, il y stocke tous les temps autour des pilotes sur tous les circuits, ce qui représente à peu près un demi-million d'enregistrements. Nous avons donc beaucoup de matière. Mais voyons comment le framework permet de présenter ces données. On va prendre un pilote, par exemple le double champion du monde Fernando Alonso. On peut voir son palmarès, notamment par exemple ses 32 victoires, et ses 2 titres en 2005 et 2006. On peut voir aussi son palmarès, mais d'une manière différente, grâce à un histogramme en SVG. Par exemple, lors de l'année 2010, on peut remarquer qu'il a eu 10 podiums, 5 victoires et 2 pole positions. Nous pouvons également voir le détail de toutes ces courses auxquelles il a participé, réunies dans une listbox. Nous prenons par exemple toutes les courses de 2010. Durant le Grand Prix d'Italie, le podium était composé de Felipe Massa, Jenson Button et Fernando Alonso, qui a gagné cette course. Cette listbox, les couleurs sont obtenues via les méta-expressions et aident à la lecture des données tout en ayant un code très simple. On voit par exemple que Sebastian Vettel a gagné 2 positions par rapport à sa place sur la grille et termine donc 4e, ce qui lui rapporte 12 points au championnat du monde. Voyons la course plus en détail. Au survol, on remarque que Sebastian Vettel a perdu une place au départ et en regagne de nombreuses aux alentours du 35e tour. Si l'on veut plus d'informations sur le circuit, on peut se rendre sur la page des circuits et chercher Monza. On y retrouve le palmarès du circuit et on peut voir sa position sur la carte. On reconnaît bien le circuit de Monza ainsi que l'anneau utilisé pendant les années 50. Retournons à notre saison 2010. On retrouve bien les 2 championnats du monde, pilote et constructeur. Si l'on veut plus d'informations sur le championnat pilote, le voilà. On voit bien que cette saison a été disputée et on peut remarquer que Sebastian Vettel a gagné le championnat sur la dernière course, alors qu'il n'avait jamais mené le classement avant. Pour finir, on peut rendre visite à l'écurie Renault, dans laquelle Fernando Alonso a gagné ce titre de champion du monde. On peut voir le palmarès de Renault, mais aussi l'ensemble des pilotes et leurs statistiques pendant leur passage chez Renault. Plutôt impressionnant, je trouve. Pour moi, c'est l'essence même de 4D. Partir de quelques données et d'une idée pour finalement construire une application vraiment attrayante. Voilà, la présentation technique du World Tour est à présent terminée
J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans une application complexe et je vous invite à explorer le code par vous-même pour découvrir ce que l'équipe a fait. Je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole à Roland pour la conclusion.